Après vous avoir parlé du 155 mm GPF français, on s'intéresse cette fois à son successeur historique, le célèbre 155 mm M1 américain, plus connu sous le nom de Long Tom. Véritable pilier de l'artillerie lourde américaine durant la Seconde Guerre mondiale, ce canon accompagnera les forces alliées sur tous les fronts, des sables d'Afrique du Nord aux plages d'Europe jusqu'aux îles du Pacifique. Puissant, précis et redoutablement efficace, le M1 Long Tom allait devenir l'un des symboles de la puissance de feu américaine et marquer durablement l'histoire de l'artillerie moderne. Lorsque les États-Unis entrent finalement dans la Première Guerre mondiale en avril 1917, ils n'avaient plus mené de véritable guerre depuis la guerre de Sécession. Face à l'urgence de la situation, l'armée américaine doit alors compter sur le soutien matériel de ses alliés britanniques et français. Le corps expéditionnaire américain adopte ainsi le canon de campagne léger français de 75 mm modèle 1897 comme pièce standard. Et pour l'artillerie lourde, le tout récent 155 mm GPF. Ce dernier se distingue par une mobilité jamais vue pour une pièce de ce calibre, mais aussi par un champ de tir horizontal exceptionnel de 60 degrés, une capacité unique pour l'époque. Avec une portée maximale de 18 600 mètres, il peut battre un front de près de 20 km sans se déplacer. Il s'agit du seul canon de campagne de la guerre à offrir une telle flexibilité, rendue possible grâce à son révolutionnaire affût biflèche. Convaincue par ses performances et sa facilité d'utilisation, l'armée américaine en fait rapidement son canon longue portée standard, position qu'il occupe encore lorsque les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale, fin 1941. Pourtant, dès la fin de la Première Guerre mondiale, des tentatives sont lancées pour le remplacer. Dès décembre 1918, la commission Westervelt se rend en Europe afin d'étudier les différentes pièces d'artillerie utilisées pendant le conflit, dans le but d'orienter le développement des futurs canons américains. En mai 1919, son rapport recommande le développement d'un nouveau canon de 155 mm longue portée destiné à remplacer le GPF. En effet, malgré ses qualités, et bien qu'il soit alors l'un des meilleurs canons au monde dans sa catégorie, le GPF reste une arme conçue dans l'urgence de la guerre, avec toutes les contraintes industrielles et humaines que cela implique. Il a également divers défauts gênants qui mériteraient d'être améliorés. Sa mobilité demeure compliquée. Ses dimensions rendent les déplacements tactiques fortement dépendants du réseau routier, tandis que ses roues sont mal adaptées au terrain meuble. La mise en batterie est également longue, nécessitant entre 3 et 5 heures. Le Westervelt Board recommande donc le développement d'un canon plus mobile et disposant d'une portée accrue visant 23 km. Le futur canon devra également pouvoir recevoir un affût à pneus, voire à chenilles. Le premier prototype est achevé dès 1920, mais dans le contexte de l'après-guerre et du retour de l'isolationnisme américain, les priorités budgétaires changent rapidement. Faute de financement, l'idée d'un nouveau canon lourd est mise au placard pour de nombreuses années. Il y a bien une nouvelle tentative à la fin des années 20, mais la crise économique de 1929 enterre une nouvelle fois le programme. Si bien que ce n'est finalement qu'en 1938, la veille de la Seconde Guerre mondiale, que les États-Unis lancent enfin la production de leur propre canon lourd, le 155 mm M1 dit Long Tom. Le M1 est une pièce imposante, 7,36 m de long pour un poids en batterie de 12,6 tonnes. Le tube à lui seul, quasiment identique à celui du GPF mais plus long, mesure près de 7 mètres sans la culasse pour un poids de 4,17 tonnes. À titre de comparaison, le tube du GPF mesure 5,90 m pour 3,9 tonnes. Le système de recul hydropneumatique, lui aussi quasi identique à celui du GPF, permet un recul compris entre 60 cm et 1,50 m selon l'angle d'élévation. C'est nettement inférieur au GPF, dont le recul variait entre 1,10 m et 1,90 m, ce qui, associé à sa position très basse, obligeait à creuser une fosse de recul. Le M1 corrige ainsi l'un des plus grands défauts de son prédécesseur. De plus, s'il conserve le même débattement horizontal de 60 degrés, ses performances en tir vertical progressent fortement, avec une élévation maximale de plus 65 degrés contre seulement 35 pour le GPF. Il peut ainsi projeter des obus de 43 kg à une portée maximale de 23 500 mètres, avec une vitesse initiale de 853 mètres par seconde.
pour une cadence de tir d'environ 2 coups par minute ou une quarantaine par heure. Le GPF envoyait le même type d'obus au maximum à 18 600 mètres, et même sa version la plus aboutie, le GPF-T de 1939, ne dépassait pas 21 km. Le M1 peut tirer une grande variété de munitions, perforantes, explosives, fumigènes ou encore chimiques. Comme souvent avec les pièces de gros calibre, l'obus et la charge propulsive sont séparés. On introduit d'abord le projectile, puis on ajoute les charges propulsives en fonction de la portée recherchée. Compte tenu de son rôle, la munition la plus utilisée fut l'obus explosif M101, capable de percer jusqu'à 2 mètres de béton à 900 mètres et même 1,40 m à 4500 mètres. Son obus perforant M112 peut quant à lui pénétrer jusqu'à 160 mm de blindage à 450 mètres et encore 152 mm à 900 mètres. À titre indicatif, ça serait suffisant pour neutraliser un Tiger II, dont le blindage atteint 80 mm sur les flancs et 150 mm à l'avant. Mais il s'agit avant tout d'une pièce d'artillerie longue portée destinée au bombardement de positions ennemies, à l'appui des offensives terrestres et au tir de contre-batterie. Les obus chimiques existaient également, contenant environ 5 kg de gaz moutarde, mais ne furent jamais employés au combat. Au-delà de sa portée accrue, l'évolution la plus marquante concerne sa mobilité. L'affût biflèche T2 représente une amélioration majeure par rapport à celui du GPF. Fini les petites roues pleines qui s'enlisent facilement et limitent la traction à seulement 15 km/h. Le nouvel affût dispose de 8 roues pneumatiques montées sur 2 essieux à l'avant, tandis que les 2 flèches reposent sur un avant-train à 2 roues en position de route. Cette configuration améliore considérablement les capacités tout-terrain et permet une vitesse de remorquage pouvant atteindre 40 km/h sur route. La conception de cet affût est particulièrement novatrice pour l'époque. Il est divisé en 2 parties. La partie supérieure comprend le tube, la glissière ainsi que les mécanismes d'élévation et de rotation. Lors du pointage horizontal, cet ensemble pivote sur la partie inférieure composée du train roulant et des 2 flèches. Ces dernières stabilisent la pièce et absorbent le recul en transmettant l'énergie du tir directement dans le sol. La mise en batterie est rapide. Il suffit de retirer l'avant-train, puis des vérins permettent de soulever les roues afin que l'affût repose sur une véritable plateforme de tir, assurant une excellente stabilité. Après la guerre, l'avant-train sera finalement simplement abandonné, les flèches pouvant désormais être directement attelées aux tracteurs d'artillerie moderne. Afin de réduire les coûts et les délais de production, l'affût est conçu pour équiper à la fois le long tome et l'obusier M115 de 203 mm. Les 2 pièces sont fréquemment employées au sein des unités d'artillerie lourde américaines, le M115 complétant le M1 grâce à sa puissance supérieure, tirant des obus d'environ 100 kg contre 43 kg. On notera également qu'il s'agit du premier affût américain entièrement soudé. Dans les unités d'artillerie côtière, le long tome pouvait être installé sur une plateforme en béton Panama ou sur sa version mobile permettant une rotation complète à 360 degrés. Si la production du M1 débute officiellement en 1938, les États-Unis mènent alors une politique de neutralité, tandis que les effets de la crise économique de 29 se font encore sentir. Dans ce contexte, l'armée n'est clairement pas une priorité. De plus, une certaine division existe au sein de l'état-major américain. Pour certains officiers, l'artillerie lourde appartient désormais au passé. Selon eux, les guerres modernes nécessitent avant tout des canons anti-aériens et anti-chars. Même l'invasion de la Pologne en 1939, puis la chute de la France en 1940, ne provoquent pas d'augmentation majeure de la production. Ainsi, lorsque les États-Unis entrent finalement dans la Seconde Guerre mondiale en décembre 1941, seuls 65 longs tomes sont disponibles. Le vieux M1918 demeure donc encore le principal canon lourd de l'US Army. Ce n'est véritablement qu'à partir de 1943 que la production du M1 prend de l'ampleur. Son baptême du feu a lieu en décembre 1942 en Tunisie, suite au débarquement anglo-américain de l'opération Torch en Afrique du Nord en novembre. Il rencontre immédiatement un grand succès. Sa puissance de feu, combinée à une excellente précision et une portée exceptionnelle, en fait une arme idéale pour les tirs de contre-batterie, menant la vie dure aux forces de l'Axe. Ce sont les soldats américains qui lui donnent rapidement son surnom,
Long Tom, en référence à son impressionnant tube. S'il s'agit indéniablement de l'un des meilleurs canons du type, il a tout de même quelques problèmes gênants. Le premier concerne la flamme de tir particulièrement importante. De nuit, celle-ci peut être repérée à plus de 30 km sans véritable moyen de la dissimuler, exposant ainsi la position aux tirs ennemis. Le second problème, qui apparaît durant la campagne d'Afrique, concerne la mobilité. Cette fois, ce n'est pas le canon en lui-même le problème, mais son tracteur. En effet, le M1 est initialement tracté par le camion lourd Mac-NO de 7 tonnes 5, conçu en 1940 spécifiquement pour remorquer l'artillerie lourde américaine. Fiable mais doté de roues, il montre rapidement ses limites en terrain difficile. Ainsi, dès 1943, il est progressivement remplacé par le tracteur chenillé M4 High Speed Tractor. Basé sur les châssis des chars légers M2 et M3 Stuart, ils conservent leur train de roulement, tandis que la coque et la tourelle sont remplacées par une large cabine capable d'embarquer 11 hommes, ainsi qu'une soute à munitions arrière. L'adoption de ce tracteur chenillé améliore considérablement la mobilité opérationnelle du Long Tom. Il est alors présent sur tous les fronts. En Italie, en France après le débarquement de Normandie, dans le Pacifique face au Japon, ainsi qu'utilisé pour la défense côtière. Et comme la France et le Royaume-Uni l'avaient fait pour les États-Unis durant la Première Guerre mondiale, les Américains fournissent à leur tour des Long Tom à leurs alliés. 184 pour l'armée britannique et 25 pour l'armée française. Ces pièces sont utilisées du débarquement de Normandie jusqu'à la victoire finale, et même bien après la guerre. Entre 1940 et 1945, 1882 Long Tom sont produits. La pièce évolue successivement de la version M1 de 1938 au M1A1 de 1941, puis au M2 à partir de la fin de l'année 1944, renommé M59 après 1945. Ces évolutions sont mineures et visent essentiellement à simplifier la production sans modifier les performances. À la fin du conflit, ils équipent 40 bataillons d'artillerie américains en Europe, 7 dans le Pacifique auxquels s'ajoutent 6 bataillons du corps des Marines. En plus de ça, tout comme le 155 mm GPF avait été monté sur un châssis de M3 Grande pour donner naissance au canon automoteur N12, c'est assez naturellement que le Long Tom fut monté sur une coque de Sherman, créant l'automoteur M40 pour le remplacer. Cependant, si le premier M40 arrive en Europe en février 1945 et participe au combat de Cologne en mars, ils arrivent trop tard pour jouer un rôle dans la guerre. Après 1945, le M59 ainsi que le M40 restent en service dans l'armée américaine durant la guerre de Corée, avant d'être progressivement retirés dans les années 50 au profit de nouveaux obusiers de 155 mm. Le Long Tom continue néanmoins sa carrière au sein d'une quinzaine d'armées à travers le monde, souvent jusqu'aux années 60 voire 70. En revanche, le calibre 155 mm reste le standard de l'artillerie de l'OTAN encore de nos jours. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.